Au fil des épisodes Murders Explained, nous avons déjà exploré pas mal de relations amoureuses qui ont mal terminé. Vous allez voir que la vidéo du jour a certainement été une des vidéos les plus difficiles à écrire concernant une histoire amoureuse qui tourne mal. Je ne vais pas vous spoiler plus que ça, vous allez avoir pas mal d'informations à l'intérieur de cette vidéo en écoutant les détails. Je vous laisse donc être super attentif à cette histoire pour laquelle je vais devoir rester beaucoup sur mes notes. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Vous l'avez entendu, aujourd'hui nous allons parler d'une horrible histoire d'un mariage qui a très mal tourné. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans cette affaire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et moi je vous retrouve juste après le générique. Je commence par vous présenter Larissa Foreman. Elle est née le 1er janvier 1960 et elle a grandi dans le Missouri dans une ferme à Clarence. Elle a ensuite fréquenté une université, celle du Missouri, où elle a étudié la biochimie. Et d'ailleurs, pendant ses études, elle travaillait comme assistante dans un hôpital à Columbia où elle rencontra un homme, Timothy Schuster. Timothy et Larissa se sont très vite entendus, ils se sont d'ailleurs unis et se sont même mariés en 82. En 1985, ils ont une fille, Christine, et 4 ans plus tard, en 1989, ils déménagent en Californie parce qu'en fait, ils ont réussi à vraiment améliorer leur train de vie. Par conséquent, ils ont pu partir. En Californie, après ses études, Larissa accepte un emploi de biochimiste dans un laboratoire de recherche. Tim, lui, a accepté un emploi de gestion au département de cardiologie dans le Fresno St. Agnes Medical Center. Une fois qu'ils s'installent et qu'ils ont chacun un travail et aussi une petite fille, ils accueillent leur second enfant, Tyler, en 1990. 7 ans plus tard, en 1997, Larissa commence à se poser des questions par rapport à son emploi. Elle se rend compte que le laboratoire où elle exerce est enclin à une crise. Elle voit que les choses vont mal et que rien ne semble s'arranger. Donc elle décide de ne pas prendre de risques et d'ouvrir sa propre société, son propre laboratoire, le CCRL, qui veut donc dire Central California Research Lab. La famille continue de devenir de plus en plus à succès, ils ont de plus en plus d'argent, donc ils déménagent dans une maison beaucoup plus grande, toujours en Californie, mais cette fois-ci à Clovis. Et ça, c'était pendant l'an 2000. D'après les chiffres que j'ai pu trouver, en 2001, elle gagnait le double du salaire annuel de son mari. Larissa était quelqu'un de très occupé dans son travail. Elle passait tout son temps dans son laboratoire, elle faisait des recherches, elle faisait en sorte de améliorer le train de vie de la famille. Et Tim, lui, donc il travaillait un petit peu moins. Donc c'était plutôt lui qui était en charge du foyer, de s'occuper des enfants, de s'occuper de la nourriture, en charge du ménage. Larissa avait des normes de vie et des attentes, que ce soit par rapport à la famille, mais également par rapport à son travail, qui en fait n'allait pas vraiment avec ce que Tim pouvait proposer. Et donc plus le temps passait, plus elle était énervée contre lui. Elle trouvait que ce qu'il faisait n'était jamais assez et elle trouvait qu'il n'était jamais bon à ses tâches. En plus de ça, l'adolescence arrive pour les enfants, premièrement Christine, et elle se rebelle. C'est quelque chose que Larissa n'a pas du tout accepté, donc elle l'a envoyée vivre avec ses propres parents. Elle n'avait pas consulté son mari lorsqu'elle a envoyé Christine dans le Missouri, donc ça a créé une sorte de fossé entre les deux, et j'ai envie de dire que c'est normal. Le temps passe, Tim et Larissa s'éloignent de plus en plus, et on peut sentir un divorce arriver. Et d'ailleurs, à ce moment-là, une fois que toute l'affaire a éclaté, on se rendait compte que Larissa
trouvait ou du moins cherchait un moyen de sortir Tim de sa vie. 2002, mois de février, Larissa demande le divorce et dit à Tim de partir de la maison. Tim a refusé. Il a engagé un avocat, il a voulu se battre pour la garde de leur fils Tyler et aussi pour la séparation de biens. Malheureusement, en juillet 2002, Larissa a réussi à avoir la garde principale de Tyler et donc lui a pu rester dans la maison. Et elle-même aussi du coup. Donc Tim a dû quitter la maison le 4 juillet 2002. Une fois, Larissa était à l'extérieur de la maison et Tim est revenu et il a décidé de prendre ce qui, selon lui, étaient ses affaires, toutes les choses qui, apparemment, lui auraient appartenu. Et quand Larissa est rentrée de son voyage, elle a trouvé la maison totalement vide et elle était furieuse. Le temps continue de passer. Un mois plus tard, au mois d'août, Larissa se rend compte que s'occuper d'un enfant, Tyler, c'est assez compliqué parce que il reste jeune et que c'est Tim qui avait l'habitude de s'occuper des enfants. Donc, elle savait pas vraiment comment faire. Elle a donc demandé de l'aide à un jeune homme de 21 ans, son assistant technicien au laboratoire, James Fagon. James va être un personnage très important dans cette affaire. Apparemment, James était quelqu'un d'assez passif, d'assez timide, donc Larissa a pu très rapidement et très facilement le manipuler pour arriver à ses fins. Elle était toujours en colère contre le fait que Tim ait pris des affaires dans la maison, donc Larissa a demandé à James de l'aider à entrer à son tour par effraction dans l'endroit où Tim habitait afin de récupérer les affaires. Le 10 août 2022, le duo Larissa et James vont sur la propriété de Tim, lui il n'était pas là, et il récupère les objets, plus il saccage toute la propriété. Donc on se rend déjà compte que Larissa n'était pas forcément là que pour récupérer ses affaires. Larissa a expliqué qu'elle était super fière d'elle d'avoir pu commettre ce vol, d'avoir pu entrer par effraction chez son mari, enfin c'est son ex-mari du coup, et que ça lui procurait en fait un sentiment mieux que faire l'amour, que c'était vraiment quelque chose qu'elle avait envie de refaire finalement. Elle en avait d'ailleurs parlé à son amie Terry Lopez en disant que ça avait procuré un sentiment mieux que le sexe. Elle pouvait en fait aller sur cette propriété, s'asseoir sur une chaise et se rendre compte qu'elle avait réussi à entrer chez lui. Tim revient de son voyage, il sait exactement qui a fait ça, mais il s'est dit, tu sais quoi, je vais pas forcément aller porter plainte, je vais pas faire en sorte de faire ébruiter toute cette histoire. Lui, il voulait juste passer à autre chose. Il voulait juste retrouver sa vie et tout simplement passer à autre chose de cette relation qui s'est très mal terminée. Malheureusement, Tim commençait à vivre des choses de plus en plus compliquées. Il a perdu son emploi et d'ailleurs Marie, qui était sa petite amie du moment, travaillait avec lui et avait aussi perdu son emploi. C'était le 9 juillet et Larissa, lorsqu'elle a appris ça, elle s'est évidemment moquée d'eux. Le lendemain d'ailleurs, le 10 juillet, Tim devait aller déjeuner avec Marie et il ne s'est pas montré au déjeuner. Donc Marie, elle a été assez inquiète, mais elle s'est dit que peut-être il y avait un empêchement, sauf qu'elle a essayé de l'appeler, il ne répondait pas, donc elle se disait « Attends, c'est vraiment bizarre, on avait rendez-vous, il n'y a aucune raison qu'il n'appelle pas et qu'il ne prévienne pas. » Marie a donc contacté une amie en commun qu'ils avaient, Vic, pour que cette personne puisse aller voir dans la maison de Tim si tout allait bien. Donc la personne va toquer, Tim ne répond pas, on est toujours très inquiet, mais on se dit « Attends, on va regarder un petit peu la journée qui passe. » Et le problème, c'est que le soir, Tim devait aller chercher Tyler et il ne s'est jamais montré. À partir de là, on s'est dit que ouais, c'est très inquiétant. Donc un petit peu plus tard, dans l'après-midi, les amis de Tim ont contacté la police et une recherche a commencé. Tim a été officiellement porté disparu et la police a tout de suite posé des questions aux proches de Tim. Ils ont donc découvert assez rapidement qu'il y avait un divorce qui était en cours, donc ils ont demandé à Larissa de venir au poste de police, totalement normal. Au cours de son interrogatoire, Larissa a dit que Tim et elle n'arrivaient plus à parler et qu'ils passaient des fois 3 semaines sans s'adresser un mot. Elle a aussi dit que le dernier message qu'elle a reçu de lui était le mardi 8 juillet et il disait qu'il prévoyait de venir chercher Tyler à 18h 2 jours après, le jeudi 10. Elle a aussi dit qu'elle l'avait rappelé vers 20h30 et qu'elle lui avait laissé un message lui demandant d'appeler le soir du 9 juillet, une fois qu'elle avait appris qu'il avait perdu son emploi parce qu'elle était inquiète pour lui, elle voulait un petit peu savoir comment est-ce que ça se passait. Je vous rappelle que la vérité est qu'elle s'est moquée de lui.
Elle a aussi dit qu'elle est passée devant sa maison, qu'elle a frappé chez lui vers 22h30 ou 22h45 et après elle n'aurait jamais essayé de le recontacter. La police a su que c'était un mensonge parce qu'ils ont fouillé les relevés de téléphone de Timothy et ils se sont rendus compte qu'elle a bel et bien appelé à 2h02 du matin le 10 juillet sans prévenir personne, sans rien dire et la police a dit bizarre qu'elle nous en parle pas. Donc la police a confronté Larissa avec cette nouvelle information. Elle a dit que peut-être elle l'a appelé accidentellement parce qu'il aurait été sur un raccourci de son téléphone. Donc vous savez, on pouvait à l'époque sur les téléphones avec des touches mettre un bouton comme raccourci d'appel. C'est peut-être ce qu'elle avait fait par rapport à Tim et c'est ce qu'elle a dit à la police. Donc la police lui a demandé est-ce que tu peux montrer ton téléphone et nous montrer si vraiment il est sur une touche d'appel rapide. Larissa a refusé et elle a dit qu'elle avait pas son téléphone sur elle. À la fin de l'interrogatoire, Larissa sort donc du poste de police, elle va dans sa voiture et les enquêteurs l'ont suivie. Ils ont vu qu'elle avait son téléphone, donc là ils lui reposent la question, est-ce que tu peux donc appuyer sur la touche rapide qui appelle Timothy, et ils se sont vite rendus compte que cette touche n'existait pas. Tout ceci commence à devenir très suspect, mais croyez-moi, vous êtes loin de savoir ce qu'elle a osé faire. Elle se rend donc compte que la police ne croit pas du tout un mot de ce qu'elle raconte et elle a dû changer son histoire. Elle a dit qu'elle avait appelé la maison de Tim parce qu'elle voulait s'assurer qu'il n'y aurait pas de problème concernant le fait qu'ils viennent chercher Tyler et qu'il soit là vraiment à temps parce qu'elle devait partir en voyage le lendemain. Elle a dit qu'elle a fait une erreur en ne le disant pas au détective, mais elle assure qu'elle n'a jamais blessé son ex-mari et que surtout en fait elle voulait juste avoir des nouvelles. Les détectives n'avaient rien de plus contre elle, donc ils ont dû la laisser retourner chez elle. Le lendemain, nous sommes le 12 juillet et Larissa devient très nerveuse. Elle va d'ailleurs se confier à une amie à elle, Tammy, et elle a dit à Tammy qu'elle pensait que la police savait quelque chose sur elle ou du moins qu'ils avaient des soupçons sur le fait que Larissa aurait pu faire du mal à Tim. Tammy a dit à Larissa que si c'était le cas, ils allaient probablement très rapidement avoir un mandat de perquisition et commencer à fouiller chez elle, ses affaires et son lieu de travail. Larissa a été prise de panique. Elle a dit à Tammy, Tyler sort à telle heure de tel endroit, il faut que tu ailles le chercher. Moi, il faut que j'aille gérer plein de choses. Donc Tammy est restée là tranquillement et on a vu juste Larissa partir à son bureau pendant des heures. Le lendemain matin, Larissa et Tyler sont partis en voyage. Pendant ce temps, Tammy est allée au bureau et elle a parlé à un autre des collègues. Il s'agit d'une femme, une personne nommée Leslie. Leslie a dit à Tammy qu'elle avait travaillé ce samedi lorsqu'elle a vu Larissa venir dans le laboratoire. Larissa aurait demandé à Leslie de louer un camion, mais pas au nom de Larissa, au nom de Leslie. Elle a trouvé ça bizarre, mais elle a dit OK. Leslie a dit que quand Larissa est revenue, elle était extrêmement sale, elle avait du sang sur elle, elle sentait pas bon et elle avait des éraflures. Tammy savait que c'était quelque chose d'étrange. Elle a donc contacté la police. Amie ou non, la justice passe avant. Quelque chose que je vous ai pas dit, c'est qu'après le premier interrogatoire avec Larissa, il y a un nom qui n'arrêtait pas de ressortir. Celui de James. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il était super important. James a donc été interrogé par la police et lors de son premier interrogatoire, il a admis que Larissa et lui étaient entrés par effraction dans la maison de Tim, donc il y a un an, pour voler des affaires, enfin du moins pour récupérer les affaires que Tim aurait volées. Ils ont trouvé ça suspect, les policiers, mais vu qu'ils avaient aucune autre explication et qu'ils savaient pas où Tim se trouvait, ils ont laissé partir James. Cependant, le 14 juillet, les enquêteurs ont donc reçu des informations très suspectes de Leslie et Tammy, à savoir que Larissa avait une unité de stockage dans son laboratoire qui était enregistrée à son nom. Enfin, je dis dans son laboratoire, mais si mes informations sont exactes, c'est plutôt à quelques kilomètres de l'endroit où le laboratoire est. Et Larissa avait justement dit à Leslie que cet endroit servait à cacher des choses qu'elle ne voulait pas montrer à Tim, des choses qu'elle voulait garder pour elle. Immédiatement, quand la police a eu cette information, plus le fait que, effectivement, elle a été rentrée par effraction chez son ex-mari, ils sont allés fouiller cette unité de stockage. Je cite, à l'intérieur, ils ont trouvé un baril bleu. Ils ont immédiatement su d'où venait une odeur écrasante de chair en décomposition. À l'intérieur de ce baril, on a pu retrouver les restes partiels de Tim Schuster flottant dans un liquide. Et ce liquide a été identifié comme un mélange d'acide chlorhydrique et de restes liquéfiés d'hommes. Avec les parties qui restaient du corps de Tim, on a pu faire une autopsie et on a trouvé la présence d'un autre produit, du chloroforme, et on pouvait pas savoir en fait si Tim était vivant dans le baril, oui ou non. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il est mort
à ce moment. Le 15 juillet, la police se rend dans le Missouri parce qu'ils savaient que Larissa allait bientôt atterrir. Ils ont également été chercher James Fagon pour l'interroger et cette fois-ci, James a avoué beaucoup plus de choses. À partir de là, je cite vraiment mes notes pour ne pas mélanger les informations. James a donc dit que Larissa et lui-même étaient responsables de la disparition et du meurtre de Tim. Il a dit que la nuit du 9 juillet 2003, Larissa et lui ont dit qu'ils allaient donner une leçon à Tim. Ils sont donc allés chez Tim avec un taser et du chloroforme, quelque chose qui a donc été retrouvé dans l'autopsie. Pour que Tim ouvre sa porte, Larissa a donc appelé à 2h02 du matin, rappelez-vous, en disant que Tyler, le fils, était malade. Tim ouvre la porte et les deux ont utilisé le chloroforme et le taser pour l'immobiliser et ensuite ils l'ont mis dans le camion qui était à James et ils l'ont conduit chez Larissa. Une fois qu'ils étaient chez Larissa, ils ont mis Tim toujours vivant et inconscient dans un baril bleu qui était énorme, la tête la première. James a dit qu'ensuite Larissa a attravé des bouteilles en verre et qu'il a versé l'intérieur de ces bouteilles sur le corps de Tim. James est catégorique, il n'y avait pas de plan de base pour assassiner Tim, il voulait juste apparemment lui donner une leçon, mais la police savait que c'était pas le cas et que le plan était peut-être de tuer Tim. Ils ont donc arrêté James et ils l'ont accusé de meurtre au premier degré. Le lendemain, le 16 juillet, la police a donc attendu Larissa à l'aéroport du Missouri. Dès lors où elle est descendue de l'avion, ils l'ont arrêtée et ils l'ont transportée en Californie. Et là-bas, elle a également été accusée de meurtre au premier degré. Malgré l'arrestation, Larissa refusait de parler, elle voulait un avocat et de cette manière, on aurait pu faire en sorte d'avoir des éléments qui auraient pu aider Larissa. James, lui, a dit aux enquêteurs qu'il avait abandonné le taser à l'extérieur de la ville. Ils ont réussi d'ailleurs à le retrouver. Ils ont également trouvé une bouteille en verre vide dans la chambre de James et ils ont pu confirmer qu'il y avait de base du chloroforme à l'intérieur, ce qui a donc été utilisé sur Tim. Au laboratoire de Larissa, ils ont également trouvé plusieurs preuves, dont des dossiers et des ordinateurs qui ont été fouillés. Ils ont trouvé 6 bouteilles d'acide vide dans une benne à ordures et l'analyse médico-légale a montré que le 13 juin, des recherches sur internet ont été effectuées comportant les termes tissus de digestion acide, tissus animaux de digestion acide et acide sulfurique. Ils ont également retrouvé de l'acide chlorhydrique et de l'acide sulfurique. On a aussi vu que Larissa avait donc commandé un baril le 30 avril et qu'il avait été envoyé à sa société. Ce qui est assez bizarre étant donné que la société et le laboratoire n'utilisaient pas du tout le même type de baril. Et surtout, quand on interrogeait un petit peu le voisinage, les amis, etc. de Larissa, on se rendait compte qu'elle disait quand même à plusieurs reprises qu'elle chercherait un moyen un jour de se débarrasser de Tim, que aussi elle avait cherché quelqu'un qui pourrait justement s'occuper de ce genre de tâches, se débarrasser de quelqu'un, donc c'était de plus en plus étrange. James Fagon a été accusé de meurtre et d'enlèvement au premier degré. On a supposé avec un accord de plaidoyer que James en fait avait certainement été manipulé par Larissa. Il a été jugé en novembre 2006. Sa défense était que Larissa était le cerveau du meurtre de Tim et que lui était un complice qui aurait tout fait sous la contrainte. D'ailleurs, on a appris qu'on lui aurait proposé $2000 afin qu'il puisse tuer Tim Shuster. Selon tous les témoins qui sont venus, Larissa était un petit peu tyrannique, elle était une personne assez contrôlante. Les jurés ont montré la vidéo de l'interrogatoire de James et on pouvait entendre « J'ai tenu le baril pour elle, je l'ai mis dedans. J'ai versé toute la solution et elle ne pouvait pas supporter ça. Alors elle a dit « mets le couvercle ». Je l'ai donc aidé à mettre le couvercle et je l'ai mis dans le hangar. James a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et malgré les plaidoyers des jurés pour la clémence, il a été condamné à la prison à vie. Le procès pour Larissa a commencé le 22 octobre 2007, plus de 4 ans après son accusation. Son procès a dû être déplacé de Clovis en Californie à Los Angeles parce qu'il y avait vraiment une grosse couverture médiatique autour d'elle, on l'appelait la Acid Lady. Elle a donc eu un déplacement de procès et James n'était pas sur la liste des témoins parce qu'on avait peur qu'il justement entrave son accusation. Les procureurs ont absolument tout retracé, le fait qu'elle avait beaucoup trop d'acide dans son laboratoire que ce qui était nécessaire, aussi les appels téléphoniques passés à 2h du matin, on a vraiment essayé d'appuyer en fait la confession de James pour pouvoir incriminer Larissa et montrer qu'elle était vraiment reliée au meurtre.
L'avocat de Larissa, lui, a parlé d'une série de mauvais choix, de mauvaises décisions, et elle a dit qu'elle n'était absolument pas responsable de ce crime. Elle a dit qu'après son premier interrogatoire, James était là, il devait garder son fils, et c'est lui qui aurait dit qu'il a tué Tim. Je cite, « Je l'ai entendu dire quelque chose comme « il y avait eu un accident, et Tim est mort. Je pensais qu'il plaisantait. » Apparemment, Larissa aurait aidé Tim à se débarrasser du corps de la manière dont elle pouvait, c'est-à-dire dans un baril, avec de l'acide, etc., pour ne pas qu'elle soit justement mêlée à ça et aussi pour protéger James. Elle dit « C'est quelque chose que j'ai fait dont j'ai vraiment honte. Vous devez vous rendre compte que c'est quelque chose, c'est vraiment juste le résultat d'une grosse accumulation de mauvais choix. » Le 12 décembre 2007, on se rend donc compte que son témoignage n'a absolument pas touché le jury. Elle a été reconnue coupable de meurtre au premier degré avec la circonstance particulière d'un gain financier. C'est-à-dire que je vous rappelle qu'elle aurait proposé 2000 $ à James. Le 16 mai 2008, la condamnation a eu lieu et la mère de Tim est venue. Elle a dit « Je ne peux même pas imaginer ces dernières heures et la douleur qu'il a dû subir, comme j'aurais aimé être là pour l'aider avec sa douleur. » Parce qu'effectivement, je ne sais pas si on se rend compte, mais du coup, il n'a pas été mis décédé dans le baril avec l'acide et tout. Il a été inconscient, il était vivant et je pense qu'à un moment, il s'est réveillé et il a souffert en fait de la situation comme jamais. Son corps était absolument décomposé, il était rongé par les molécules et par tout ce qu'il y avait. Et je ne sais pas si on arrive à se rendre compte à quel point ce meurtre a été fait d'une atrocité dégoûtante. Larissa a été condamnée à la prison à perpétuité sans libération conditionnelle et elle a été condamnée à payer les frais d'inhumation de Tim. Elle a été logée pendant un certain temps à la prison pour femmes de Valley State à Chowchilla en Californie, mais à partir de 2022, elle a été incarcérée dans un établissement pour femmes de Californie centrale. Larissa se bat actuellement pour être libérée et dans une lettre qu'elle a envoyée de prison, elle a dit « La prison est un endroit temporaire pour moi. J'ai dû apprendre à tirer le meilleur parti de chaque jour. J'ai tellement appris sur moi ici que je suis reconnaissante d'une manière que j'ai eu l'occasion de m'explorer d'une manière que je n'aurais jamais pu avant. Au moins maintenant, je comprends mieux ce qui m'est arrivé pour prendre les horribles décisions que j'ai prises. » J'espère sincèrement que Larissa ne sera jamais libérée parce que comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, ce crime a été un des plus horribles pour moi à traiter. Voilà tout le monde pour cette horrible affaire de The Acid Lady. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais honnêtement c'est quelque chose qui m'a vraiment retourné l'estomac et quand je suis tombé dessus je me suis dit il faut que je la fasse sur Murders. On a souvent parlé de relations qui terminent mal, de triangles amoureux, de mariages oui qui finissent en crime malheureusement, mais cette histoire-ci elle est vraiment horrible. Vous me direz si elle était inédite pour vous ou non. J'envoie évidemment tout mon soutien à la famille de Tim parce que honnêtement, je pense que ce genre de crime, tu ne l'oublies jamais. Et comme je vous l'ai dit, j'espère du fond du cœur que Larissa ne sera jamais libérée. J'espère que la vidéo a pu vous intéresser et vous intriguer. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. En ce qui me concerne, je vous laisse là et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire horrifique.